Bonjour à tous. Donc, je vous propose peut-être de commencer ce webinaire. Je vois que le nombre de participants a augmenté. Donc, peut-être pour introduire ce webinaire en quelques mots, donc c'est un webinaire qui s'inscrit dans le cadre du programme Grand Testeur, qui est opéré au sein de Grand I9+, et qui est un programme à l'initiative de la région Grand Est, qui est un programme dit d'expérimentation territoriale et qui vise à favoriser la mise en place de collaborations entre entreprises innovantes et collectivités territoriales ou acteurs publics sur le territoire du Grand Est. Je vous en redirai quelques mots dans quelques instants et donc je me présente rapidement. Je suis Alizé Bog et je suis en charge du pilotage de ce dispositif au sein de l'Agence régionale d'innovation et de prospection internationale Grand I9+. Donc, le sujet du jour, c'est le dispositif France Expérimentation, qui est un dispositif qui est opéré par la Direction générale des entreprises ainsi que la Direction interministérielle de la transformation publique. Et donc, on aura Sébastien Malangeau et Olivier Hébrard qui seront présents avec nous et que vous voyez déjà à l'écran pour présenter ce dispositif dans quelques instants. Nous aurons également dans un second temps Madame Saena Guillon de la société Viaco qui pourra apporter son retour d'expérience vis-à-vis de ce dispositif. Ce dispositif, en quelques mots, c'est un dispositif qui est mobilisable par tout opérateur économique ou voire collectivité pour lever les freins juridiques qui pourraient exister à la mise en place de projets d'innovation. Mais je ne vous en dis pas plus, ce sera détaillé dans un instant par l'équipe de France Expérimentation. En termes de timing de déroulé de ce webinaire, donc ce sera une première partie vraiment plutôt descendante de présentation d'une part du programme Grand Testeur en quelques mots, bien sûr du dispositif France Expérimentation adossé à un retour d'expérience de la société Viaco. Et dans un second temps, il est prévu un temps assez conséquent pour prendre vos questions. Donc, vous avez un module questions-réponses au sein de l'outil Zoom que nous utilisons aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et même si on n'y répond pas tout de suite dans l'immédiat, elles pourront être adressées dans un second temps. Également, on a quelques participants qui se sont prêtés au jeu de nous remonter en avance de phase quelques cas d'usage problématiques qu'ils rencontraient sur des projets d'innovation. Et donc, on pourra également rebalayer rapidement avec l'équipe France Expérimentation ces quelques exemples pour aussi vous montrer dans quel cadre peuvent s'insérer des projets et des demandes de soutien via France Expérimentation et si vos problématiques sont éligibles. Vous pouvez également les remonter dans le chat ou dans le module questions-réponses pendant le webinaire. On essaiera de traiter un maximum lors de ce webinaire, sachant que par ailleurs, nous pourrons également vous faciliter des mises en relation directes avec les opérateurs du dispositif France Expérimentation si vous souhaitez aller plus loin. Après ces quelques mots d'introduction, donc je vais peut-être vous prendre le temps de vous repréciser rapidement les cadres du programme Grand Testeur. Donc Grand Testeur, c'est un programme à l'initiative de la région Grand Est qui part du constat qu'on a des territoires en transition et notamment des collectivités territoriales et puis également des satellites de ce type de structure ou plus largement des acteurs publics qui font face à des gros enjeux de transition, que ce soit sur des sujets de transition écologique, de transformation numérique, d'attractivité, d'inclusion. Et qu'en face, on a en Grand Est des opérateurs qui développent des produits et services innovants qui peuvent venir répondre à ces transitions. Donc, l'ambition du programme, c'est vraiment de faire du territoire du Grand Est un laboratoire d'innovation et d'expérimentation à ciel ouvert au cœur de l'Europe et donc d'être vraiment dans cette logique d'accélérer les transitions via l'expérimentation de solutions innovantes. Donc, quand on parle d'expérimentation, concrètement, de quoi on parle côté Grand Testeur? Nous, on peut avoir différentes typologies d'expérimentation, donc principalement des expérimentations qui consistent à tester en conditions réelles un prototype de produits ou services innovants. Alors qu'on dit prototype de solution innovante, ça peut être autant un lampadaire intelligent qu'une application de gestion de la relation usager, donc on peut être vraiment sur des typologies de projets très différentes. Et donc de tester des prototypes de solutions dans la perspective de l'améliorer, d'améliorer cette solution et de pouvoir à terme la commercialiser ou la déployer de manière pérenne. On a également des cas d'expérimentation qui consistent au test de nouveaux usages d'une solution qui est déjà mature. Donc, se dire éventuellement une solution qui est déjà déployée, par exemple, dans la sphère privée, où il y a un enjeu de la déployer dans la sphère publique.
Un autre cas, c'est également se dire, j'ai déjà une solution commercialisée en tant qu'entreprise, mais j'ai en face un acteur qui souhaite expérimenter ma solution afin d'en évaluer les résultats et l'impact et de sécuriser un déploiement pérenne de la solution. Donc, il y a vraiment cette phase un peu de projet de test avant de sécuriser un déploiement. Et enfin, un autre élément que nous, on inclut dans cette définition large de l'expérimentation, c'est aussi cette notion de co-construction de nouvelles solutions, en se disant aujourd'hui, il y a des besoins qui sont non adressés par les solutions sur le marché, et donc certains opérateurs peuvent s'inscrire dans une logique de co-construction de nouvelles solutions. Donc, c'est les quelques éléments de définition nous qu'on met autour de cette sémantique d'expérimentation. Il faudra bien avoir en tête que dans le cadre de la présentation du dispositif France Expérimentation, il y a également cette notion d'expérimentation, mais qui revêt tout un autre sens, qui est plutôt de la dérogation, de l'ordre de la dérogation juridique. En quelques mots sur le programme Grand Testeur, donc on a 4 grands briques d'action. Une première qui est de l'identification de solutions innovantes et de qualification de leurs projets et de leurs besoins à destination, de leurs besoins d'expérimentation, et on va faciliter la mise en relation avec des acteurs du territoire, des collectivités qui ont des besoins. On va avoir un rôle de soutien à la mise en œuvre de projets d'expérimentation en facilitant les discussions entre les parties prenantes, le cadrage, le montage de projets, ainsi que l'évaluation de ces projets, donc la co-construction en somme d'un protocole d'évaluation. Et également, dans ce soutien à la mise en œuvre d'expérimentation, peut arriver ce terme de blocage juridique qui fait un peu l'objet du webinaire aujourd'hui. Et donc, c'est aussi dans ce cadre-là que le dispositif France Expérimentation peut être très intéressant à mobiliser. 2 autres actions encore, une vraie action de mise en réseau et de montée en compétence de l'écosystème. Donc, on essaie de valoriser un maximum d'initiatives faites sur le territoire, d'organiser des temps de retour d'expérience et d'entraide entre pairs. Et enfin, un plan d'action en cours de construction qui est vraiment autour de la fédération et l'animation d'un réseau de territoires d'expérimentation dans le Grand Est. Donc, qui est plutôt l'idée d'animer un réseau de collectivités qui seraient des terrains d'expérimentation de manière récurrente. Donc, si jamais certaines collectivités sont connectées aujourd'hui et sont intéressées par ce réseau, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter. Vous pouvez voir au bas de la slide l'adresse de notre site internet où on a notamment un catalogue de solutions innovantes ainsi que nos coordonnées pour nous joindre directement. Donc voilà, en quelques mots pour une présentation succincte de Grand Testeur. Et donc, je vais passer tout de suite la parole à Sébastien Malingeau et Olivier Hébrard pour présenter ce dispositif qu'est France Expérimentation. Bonjour à tous, merci Alizé pour cette introduction. Tout d'abord, tous nos remerciements de nous avoir proposé d'intervenir et de faire connaître France Expérimentation auprès de votre réseau. On va en dire quelques mots là de présentation et puis on sera prêt à répondre aux questions plus particulières qui pourront être indiquées dans le chat ou oralement. Comme vous le disiez, effectivement, France Expérimentation, on est dans de l'expérimentation dans le domaine finalement juridique, donc avec un champ qui est distinct du vôtre, parce que France Expérimentation, c'est un dispositif interministériel qui permet de lever des freins juridiques qui entravent l'innovation, et ce grâce à la mise en œuvre de dérogations à titre temporaire et expérimental. Donc en ça, c'est vraiment un outil qui est au service des acteurs économiques, c'est-à-dire que ce soit les entreprises de toute taille, mais aussi possiblement des associations, voire des particuliers. Des collectivités territoriales aussi peuvent se tourner vers nous pour pouvoir du coup faire état de blocages juridiques rencontrés pour pouvoir mettre en œuvre des projets économiques innovants. Donc l'idée de France Expérimentation, c'est vraiment d'essayer de rapprocher le rythme du droit et celui de l'innovation. C'est parti d'un constat fait en 2016, au moment du lancement de ce dispositif, comme quoi il pouvait y avoir des projets innovants, parfaitement intéressants, mais qui se heurtaient à des blocages juridiques qui pouvaient se révéler complexes à faire sauter, a fortiori lorsque plusieurs ministères sont concernés par un projet donné, par un sujet qui est au cœur d'un de ces projets. Et le dispositif France Expérimentation, sa philosophie, c'est de pouvoir donner la possibilité à des entreprises de faire remonter l'existence de ces blocages et d'avoir l'assurance que les différents ministères concernés
vont porter attention à ces projets, vont les expertiser, que ce soit en droit, pour voir s'il y a ou non un blocage juridique. On y reviendra, mais parfois les entreprises pensent qu'il y en a un et, in fine, l'analyse montre que c'est faisable à droit constant. Et l'autre élément, c'est de voir si, dans l'hypothèse où il y aura un blocage, s'il peut être pertinent de rendre possible de tels projets à titre expérimental, c'est-à-dire dans un contexte, on va dire, de test, permettant de voir quels sont les avantages ou inconvénients de mettre en œuvre de tels projets par la suite. Et donc voilà quelle était la philosophie de France Expérimentation au démarrage en 2016. Elle reste valable. Ce qui a changé un petit peu depuis, c'est qu'en 2018, la portée des blocages qui sont traités s'est élargie, étant donné on reste sur les blocages réglementaires, c'est-à-dire des blocages via des décrets, à des arrêtés, mais on peut aussi traiter par moment de blocages de niveau législatif, dès lors qu'il y a un appel à projet, on y reviendra tout à l'heure. Au niveau juridique, France Expérimentation, ça s'articule avec le droit de dérogation qui a été développé dans le droit national et qui est fixé par l'article 37.1 de la Constitution et qui montre en fait un changement un petit peu de philosophie de la part des pouvoirs publics qui ont recours de plus en plus à l'expérimentation car elle permet, je le disais, de tester, de voir si une solution, un service est ou non pertinent et ça permet aussi aux pouvoirs publics de pouvoir affiner les contours d'une future réglementation dans un domaine particulier, de pouvoir donc, par l'exemple, pouvoir tirer des leçons de tout cela. Ça, un corollaire qui est indispensable, c'est l'évaluation qui vient clôturer une phase d'expérimentation et qui permet de dresser un bilan de cette expérimentation. Voilà pour les éléments un petit peu de cadrage de ce qu'est France Expérimentation. Alors, si on revoit ça à travers finalement les grands éléments structurants de France Expérimentation, c'est la slide suivante, pour vous indiquer que pour pouvoir mobiliser ce guichet qu'est France Expérimentation, un guichet qui est évidemment gratuit, il faut d'une part être un acteur économique, c'est-à-dire, je le disais, une entreprise, une collectivité, un particulier qui veut créer une société. Il faut être dans un secteur d'activité du moins avoir un projet qui est innovant. Alors, on a une acceptation assez large de cette notion d'innovation. C'est-à-dire, on n'est pas que dans l'innovation technologique, de l'innovation de nature sociale peut tout à fait être considérée comme éligible. En tout cas, il faut que ça conduise à mettre sur le marché un nouveau service, un nouveau produit qui va un petit peu apporter quelque chose de neuf par rapport à l'existant. On a des thématiques assez récurrentes, mais notre intervention ne se limite pas à celle-ci, mais on constate que beaucoup de nos projets touchent à l'environnement, au domaine des logements, au transport, à l'économie circulaire, qui sont des domaines dans lesquels souvent le droit avait prévu pas mal de restrictions pour des motifs de sécurité sanitaire, ou sécurité des usagers plus largement, et dans les domaines dans lesquels aussi il y a beaucoup de nouvelles considérations sociétales et de nouvelles possibilités aussi de retraitement, recyclage qui viennent du coup se heurter au cadre juridique. Et au niveau des blocages, Sébastien, qui je vais céder la parole, il reviendra, mais je lui disais, il faut que ça soit un blocage qui est juridique. Nous n'intervenons pas si le blocage est de nature financière, pour besoin de subventions pour développer une activité, un projet. De la même façon, si le blocage est de nature fiscale, nous n'intervenons pas non plus. C'est hors champ de France Expérimentation. Et nous n'intervenons pas, si on doit bien préciser notre contour, s'il s'agit d'un blocage juridique de niveau communautaire ou s'il s'agit d'une norme ou d'une règle qui a été fixée par une collectivité territoriale, par exemple un plan local d'urbanisme. Donc il faut que le blocage soit lié à un texte État, entre guillemets, c'est-à-dire une loi, un décret ou un arrêté, ce sont les cas les plus couramment rencontrés. Alors, je vais prendre le relais pour la slide suivante pour expliquer un peu plus. Sébastien, on vous entend mal. Je ne sais pas s'il y a peut-être vous réorienter le micro. Peut-être. Attendez. Est-ce que c'est mieux comme ça? Alors, je devais être du mauvais côté du micro, effectivement. Donc, de manière très concrète, comme Olivier vous l'indiquait, on peut intervenir sur des blocages qui sont soit du niveau de la loi, donc législatif, soit de niveau réglementaire, qui vont être de l'ordre d'un décret, d'un arrêté, etc.
Par contre, pour des raisons que je vais vous expliquer très brièvement, on n'a pas les mêmes modalités d'intervention. Alors, si le blocage est réglementaire, on peut traiter les demandes en permanence parce que finalement, si les pouvoirs publics décident de modifier la norme bloquante pour permettre de tester éventuellement une solution expérimentale, finalement, c'est à la main de l'État, des pouvoirs publics, de modifier la norme. Si c'est un décret, le ou les ministres peuvent modifier le décret lorsque la décision est prise. En revanche, c'est là où ça devient un peu plus complexe, si jamais on veut déroger à la loi, ce qui est évidemment quelque chose d'assez puissant, il faut, pour des raisons juridiques, repasser par la loi. Et on ne peut pas, en légistique, on ne peut pas traiter d'un sujet X dans une loi Y. Vous ne pouvez pas parler de thématique santé dans une loi culture. Donc, c'est pour ça qu'on fait des appels à projets thématiques. C'est pour pouvoir recueillir des demandes en lien avec les futures lois qui seront examinées si la décision est prise. Parce qu'on estime qu'il serait un petit peu trompeur d'accueillir une demande et de dire au nom des pouvoirs publics collectivement, bah, cette demande est très bien, mais malheureusement, on n'a aucune idée de à quel moment on aura une loi qui permet de porter votre demande, sachant qu'en plus, le temps d'adoption d'une loi, c'est au minimum une année. Donc, on ne voudrait pas avoir des porteurs qu'on laisserait dans la nature pendant 4 ou 5 ans en fonction des possibilités de traiter les demandes. Donc, on peut toujours recevoir une demande réglementaire et par contre, on essaye aussi souvent que possible de faire des appels à projets thématiques en amont de projets de loi. On en avait eu un sur la loi Pacte qui était au début de la mandature en matière d'innovation et d'économie. On en a eu un sur la loi des mobilités. On en avait eu un sur la loi décentralisation, déconcentration pour des thématiques d'innovation territoriale. Et puis, lorsque la nouvelle Assemblée sera arrivée et que le programme législatif nouveau sera en cours, nous, on guettera les futurs projets de loi avec l'objectif toujours de permettre d'accueillir des demandes France Expérimentation. Donc, c'est le mécanisme juridique. Si jamais, j'en profite pour le préciser, si jamais, évidemment, vous ne savez pas si votre blocage est de nature législative ou réglementaire, ça n'est pas un sujet d'obstacle pour nous. Vous pouvez nous contacter ou nous-mêmes, on va requalifier. Si un acteur nous dit bah, « mon problème, il est de niveau législatif », mais que l'expertise juridique des ministères montre qu'en fait, le blocage, il est prévu dans une déclinaison de la loi au niveau réglementaire, on va basculer votre demande au niveau réglementaire. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir une expertise juridique affirmée pour déposer le dossier, c'est de pouvoir nous signaler aussi précisément que possible le point juridique qui vous paraît bloquant. Et ensuite, c'est l'État qui fera l'analyse pour vous dire si votre analyse est juste et de quel niveau elle est. Si c'est réglementaire, on n'a pas d'obstacle à traiter. Si c'est législatif et que vous l'aviez déposé sous du réglementaire, on pourrait être amené à vous dire, bah là, on ne peut pas prendre votre demande à bord, mais on la garde et dès qu'on a un projet de loi qui s'y prête, on la lance. Donc, de manière très pratique, le pilotage donc, est assuré par la DITP, la Direction interministérielle à la transformation publique, la direction des entreprises, mais il est placé sous l'autorité du délégué interministériel à la transformation publique, puisque c'est un programme interministériel. Donc, quand on reçoit une demande, si elle est éligible, on va saisir les ministères concernés par cette demande, celui qui a la plume ou ceux qui ont la plume sur la législation bloquante, mais éventuellement d'autres ministères qui sont intéressés par la thématique. Si vous avez un sujet réutilisation de déchets médicaux, c'est le ministère de la Santé qui a très largement la main, mais le ministère de l'Environnement est bien évidemment intéressé, le ministère de l'Économie pourrait l'être dans une perspective de création de valeur et de filières. Donc, nous, on va associer différents ministères qui vont nous faire des avis et des recommandations. Et ensuite, ces avis ainsi que l'avis du secrétariat seront transmises au cabinet du Premier ministre et c'est le cabinet du Premier ministre qui fera l'arbitrage sur chacune des demandes. Alors, si on passe à la slide suivante, on arrive sur les issues de France Expérimentation. Alors, il est possible que une demande ne soit pas acceptée, soit parce qu'elle s'est révélée non éligible, parce que finalement, on s'est rendu compte que le blocage était de niveau européen
et que ça a été signalé par un ministère, que ça n'avait pas été signalé par le porteur. Il est aussi possible, si le problème peut être traité par France Expérimentation, que le cabinet du Premier ministre ne fasse pas suite à la demande, qu'il n'y ait pas de retour positif pour toute une série de raisons qui sont à la main du cabinet du Premier ministre, mais qui fondamentalement s'appuient sur les recommandations formulées par les ministères concernés. Et enfin, il y a 3 hypothèses plus favorables, qui représentent plus de la moitié des demandes, on y reviendra plus précisément. La première, c'est que les ministères concernés nous disent finalement, le porteur de projet pensait que son projet n'était pas faisable en l'état du droit, mais il est faisable en l'état du droit. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement à droit constant. Donc, l'administration va faire un retour écrit avec des contacts pour indiquer au porteur sur quelle base son projet peut être réalisé en l'état du droit et avec la possibilité de contacter l'administration qui a la responsabilité de cette législation, le cas échéant, pour se faire un peu expliquer plus précisément les conditions de mise en œuvre. Alors, ce n'est pas une assistance juridique complète. L'État ne peut pas accompagner chaque porteur pendant des semaines, mais s'il y a la nécessité d'avoir un échange complémentaire, il est possible. Et par ailleurs, il y a cet écrit qui va confirmer l'analyse juridique de l'État. Les 2 autres hypothèses, c'est celle qui est un peu le cœur de métier de France Expérimentation. Le cabinet du Premier ministre peut donner son accord pour une expérimentation. Dans ce cas-là, on va mettre en place une dérogation à la norme bloquante, qu'elle soit de niveau législatif ou réglementaire. Et en parallèle de cette modification juridique, les services de l'État concernés vont échanger avec le porteur pour définir le protocole expérimental. Donc, dans quelles conditions vous pouvez déroger à la norme, sur quel territoire, pour quelle durée, et élément très important, quels sont les éléments que vous allez devoir transmettre au service de l'État pour pouvoir faire l'évaluation de cette expérimentation et pouvoir décider au terme de l'expérimentation si on peut éventuellement modifier de manière définitive la règle pour permettre à tout le monde de s'en emparer de manière indéfinie, durablement. Et la 3e hypothèse, c'est tout simplement qu'on arrive directement à cette étape et qu'en fait, je vais y revenir avec les exemples, que finalement le cabinet du Premier ministre prenne la décision de modifier directement la norme qui pose problème. Donc voilà, trois pistes positives. Vous pouvez le faire en l'état du droit. On va tester ça dans le cadre d'une expérimentation à durée temporaire et via un protocole, ou même la remontée que vous avez faite a convaincu les pouvoirs publics de modifier directement le texte réglementaire, voire le texte législatif. Donc là, j'avais quelques exemples, mais je vais peut-être les passer un peu rapidement parce qu'on a aussi un autre exemple d'un autre usage que Madame Guillon va nous présenter. Et par ailleurs, on sera à votre disposition pour revenir plus en détail sur tout ceci. Donc, ce que je propose, c'est de passer la slide suivante et peut-être de redonner la parole à Olivier pour que voilà, il nous fasse un petit bilan chiffré. Alors, pour illustrer un petit peu l'action qui a été celle de France Expérimentation depuis sa création en 2016, donc on est à plus de 400 saisines reçues désormais. Ça représente aujourd'hui un flux d'à peu près 100 demandes par an, demandes donc, qui sont déposées sur une plateforme en ligne. Ces demandes viennent d'acteurs très différents, on le disait. Donc, certaines sont analysées assez rapidement. D'autres demandent des semaines de travail pour pouvoir recueillir la position des ministères et essayer de trouver une éventuelle solution. On a essentiellement dans les faits des blocages de nature réglementaire, ce qui n'est pas très surprenant parce que la loi souvent pose un principe et c'est au niveau du décret ou de l'arrêté qu'on va plutôt trouver des seuils, qu'on va plutôt trouver des domaines précis d'éligibilité ou d'exclusion. C'est souvent ces textes-là qui viennent bloquer le développement des projets qui nous sont soumis. On a donc une grande majorité de demandes qui viennent des entreprises. On a une proportion de start-up qui n'est pas négligeable, à peu près un quart des demandes émanent de start-up. Ça se comprend assez bien parce que il s'agit souvent d'entreprises qui ne disposent pas en interne d'un service juridique étoffé ou pas du tout et qui donc n'ont pas cette capacité à pouvoir analyser finement les textes et les cadres pour voir si leur activité de départ ou l'activité complémentaire qu'ils envisagent est possible. Donc des thématiques qui sont
très multiples, avec quelques récurrences, je le disais tout à l'heure, le domaine de la santé, de l'environnement, logement, transport, numérique. Donc, l'apport des nouvelles technologies ou de nouvelles solutions de recyclage ou de retraitement qui viennent du coup offrir de nouvelles possibilités sont souvent des éléments qui viennent nourrir notre quotidien. Et au niveau des résultats, on a à peu près 15% des demandes aujourd'hui qui se traduisent concrètement par un arbitrage en faveur de la mise en œuvre d'une expérimentation par le cabinet du Premier ministre sur la base des analyses des ministères qui ont été établies. Mais plus largement, si on veut regarder notre action dans toute sa positivité, on a à peu près la moitié des demandes qui obtiennent une issue favorable si on considère le fait qu'on a pas mal de demandes où une sécurisation juridique à droit constant est apportée. Concrètement, une entreprise nous saisit, elle pense se heurter à un blocage juridique et l'analyse des ministères montre que l'activité est faisable dans le cadre du droit en place et apporte une sorte de rescrit à l'entreprise, c'est-à-dire vraiment une confirmation orale dans un premier temps, puis écrite, qui va la sécuriser et lui permettre de lancer son activité sans tarder ou d'aller chercher les financements qui lui sont nécessaires. Et on a par ailleurs, comme le disait Sébastien, tous les cas où l'idée de passer par une expérimentation ne paraît pas nécessaire au motif que le projet paraît suffisamment intéressant et assez peu porteur de risque pour qu'il soit décidé de modifier immédiatement le cadre juridique sans passer par cette étape expérimentale. Voilà au niveau globalement des résultats qui sont aujourd'hui les nôtres. Et donc un dispositif qui monte en puissance petit à petit, qui n'a sans doute pas encore tout le rayonnement, la notoriété qu'il mérite, peut-être parce que son nom est porteur d'ambiguïté, mais un dispositif qui, au dire des entreprises qui le sollicitent, apporte des solutions qui sont intéressantes et importantes à travers cette action d'accompagnement et cette action un peu territoriale et de simplification qui est rendue. Voilà, on développera davantage dans les questions si vous le souhaitez. Peut-être pour faire une toute petite transition. Sébastien, on vous entend toujours mal. Il faut tourner l'écran. Pardon, pour faire une petite transition très brève avec le retour de Madame Guillon. Vous verrez que finalement l'usage qui a été fait pour Madame Guillon ne relève pas des 3 catégories en question, mais on croit que ça illustre bien le fait que voilà, quand une entreprise a une difficulté juridique, voilà, l'état d'esprit, c'est d'essayer de trouver une solution pour faire avancer son projet, quelle que soit la nature de la solution. L'important, c'est que ça avance et on est à vos dispositions en ce sens. Mais on ne vous prend pas plus de temps, on sera à vos dispo pour les questions. Merci beaucoup à vous deux pour la présentation du dispositif. J'en profite pour rappeler aux participants qu'ils peuvent poser leurs questions qui seront prises après le témoignage de Saïna Guillon. Vous pouvez poser soit vos questions pour avoir des éléments de précision, soit même nous partager des blocages que vous pensez avoir et qu'on pourra traiter en live. Donc, n'hésitez pas à utiliser soit le chat, soit le module de questions-réponses. Et donc, pour donner peut-être un peu plus de corps au webinaire d'aujourd'hui, on a voulu également vous apporter un retour d'expérience d'une entreprise qui a pu avoir recours au dispositif afin que vous puissiez prendre conscience de l'opportunité que ça peut ouvrir pour vos projets d'innovation. Et donc, pour cela, je vais me tourner vers Saïna Guillon, qui est fondatrice de la société Viaco. Et peut-être pour commencer ce retour d'expérience que je ponctuerai de quelques questions, je vais commencer par poser une question simple qui est quelle est l'activité de la société Viaco et quel était peut-être l'objet de la sollicitation auprès de France Expérimentation? Merci à France Expérimentation et à Grand Testeur pour leur invitation. Bonjour à tous et à tous. Alors, pour vous présenter la société Viaco, donc on a été créé il y a un peu plus de 2 ans pour accompagner les acteurs du BTP sur la transition numérique et écologique de la filière avec une solution collaborative numérique et 2 actions, notamment accompagner donc les achats responsables sur un outil de préqualification et un deuxième produit innovant qu'on va vous présenter aujourd'hui qui est le Totem Chantier, qui est en réalité la réinvention du panneau de chantier
Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers du BTP, on va dire, le panneau de chantier, c'est un peu la carte d'identité que vous avez sur les chantiers avec l'ouvrage futur et puis la liste des intervenants qui interviennent sur les chantiers, à ne pas confondre avec le panneau du permis de construire qui est un tout autre élément lié à une toute autre réglementation. Donc, on est vraiment sur celui-là. Et il y a à peu près 2 ans, on a réalisé un atelier design thinking en invitant des parties prenantes, des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des entreprises, et en imaginant ensemble le panneau du chantier du futur. Voilà, ça a démarré comme ça et on s'est lancé donc sur ce projet et on s'est vite rendu compte que finalement ce panneau de chantier, qui était finalement un peu le symbole des chantiers que l'on a un peu partout en France, était lié à une réglementation. Et pour innover, il fallait faire évoluer cette réglementation. Voilà un petit peu pour l'introduction du projet. Alors, peut-être vous présenter aussi le contexte très rapidement, parce que ce n'est pas forcément l'objet, mais c'est important pour comprendre la suite. Donc, effectivement, le panneau de chantier est lié à une réglementation qui, finalement, impose d'afficher la liste des intervenants sur le chantier. Et donc, c'est une réglementation alors qu'on décrit dans le slide suivant, liée donc au Code du travail, et en particulier qui intervient dans la lutte contre le travail dissimulé. Alors, que dit cette réglementation? Elle dit simplement qu'il faut donc afficher sur tous les chantiers avec permis de construire les intervenants et en particulier les dénominations sociales, l'adresse de l'intervenant. Et donc, quand on parle d'intervenants, on parle aussi bien des entreprises de travaux, des entreprises qui interviennent en tant que sous-traitants, des prestataires également qu'on voit assez rarement sur les chantiers. Et il faut savoir, et ça c'est peut-être ce qui est moins connu, alors on a en particulier nous fait appel à un avocat pour vraiment déterminer le contexte juridique de cette réglementation. Il faut savoir que quand l'entreprise n'est pas affichée sur le travaux, c'est elle qui prend finalement la sanction en cas de contrôle des ex-directs, qu'on appelle maintenant DETS ou DRIETS, sur les chantiers. Donc ça, c'était un point important. Et puis, vous décrire aussi un contexte assez étonnant, surtout quand on imagine aussi les efforts qui sont faits sur la transition numérique. Alors, c'est dans le slide suivant, juste pour vous décrire un peu le contexte actuel lié donc au panneau de chantier. C'est quand vous démarrez un chantier, en fait, vous n'avez à peu près que 30 intervenants désignés et que finalement, les autres intervenants vont être désignés pendant toute la phase chantier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise qui est responsable, déjà, n'a pas la main pour venir afficher son nom sur le panneau de chantier. Donc ça, c'est un premier point. Souvent, ce sujet de mise à jour est délégué au lot gros œuvre, donc à celui qui pose et fabrique, met en fabrication le panneau de chantier. Et donc, c'est un processus assez archaïque, puisque pour être affiché, l'entreprise qui est en charge de cette pose a besoin d'abord de connaître l'entreprise qui est désignée sur le chantier. Ensuite, commande l'autocollant, vient le positionner à parfois 5 mètres de hauteur. Donc, finalement, on recrée quelque part une situation à risque, entre guillemets, dans le sens où il va falloir mettre en sécurité la personne pour venir mettre l'autocollant à 5 mètres de hauteur, comme on peut le voir d'ailleurs sur la photo. Et puis, ce qui est aussi important, c'est que finalement, ce grand panneau de chantier, qui a été dimensionné pour avoir tous les autocollants de tous les intervenants pendant toute la phase chantier, c'est un déchet en fin de chantier. Donc, il part à la benne à chaque chantier. Alors, à l'échelle d'un chantier, ça peut paraître assez succinct, ou en tout cas, c'est un petit déchet. Mais en fait, quand on prend les 20 000 nouveaux chantiers en France, ça commence à faire pas mal de déchets de chantier. Voilà. Donc, on s'est intéressé finalement au sujet réglementaire et on a découvert en 2019 le dispositif France Expérimentation, donc c'est le slide suivant, qui donc nous permet, comme l'a décrit donc Sébastien donc sur le dispositif, de faire évoluer des réglementations. Et donc on les a sollicités et on a été retenus dans ce cadre-là pour tester l'alternative numérique de la mise à jour des intervenants sur le panneau de chantier. Et donc permettre finalement de simplifier tout le processus de mise à jour
qui est finalement imposé par cette réglementation, un affichage donc physique obligatoire. Et donc, on a proposé une alternative numérique qui est finalement assez simple pour mettre à jour les intervenants sur le panneau de chantier. Alors, le slide suivant. Alors, comment se déroule l'expérimentation? Alors, aujourd'hui, on a un dispositif qui est double, c'est-à-dire qu'on garde pour l'instant encore le panneau physique. C'est un choix qui a été fait, notamment en lien avec le ministère du Travail et France Expérimentation. Et on vient y apposer un QR code qui nous permet à la fois, d'une part, d'avoir accès aux informations liées aux intervenants. Donc ça, c'est finalement, on reste tout à fait dans le cadre de la réglementation, mais aussi, et ça, c'est la nouveauté, de pouvoir se déclarer avec un lien sécurisé sur le chantier. Alors, se déclarer, ça concerne uniquement les intervenants qui, lorsqu'ils scannent le QR code, n'ont pas leur entreprise affichée. Et donc, ils peuvent se déclarer et dire qu'ils sont bien intervenants sur ce chantier et de fait, répondre à leur obligation et notamment d'apparaître sur le panneau de chantier. Voilà, donc c'est vraiment ça le cadre de l'expérimentation qui a été mis en place avec Viaco concernant donc le panneau de chantier qui est vraiment un sujet très orienté BTP. Voilà. C'est vraiment aussi une particularité. Je ne sais pas si dans d'autres filières on a ce cadre-là, mais en tout cas c'est une spécificité de la filière du BTP. Merci beaucoup pour la présentation du totem chantier et du cas de l'expérimentation. Peut-être, et donc c'est une question que j'adresse à vous, Sénat, mais aussi à France Expérimentation, et je vois que Sébastien lève la main. Est-ce que peut-être, du coup, Sébastien, peut-être vous pourriez revenir sur quel était le blocage au début du projet et qu'est-ce que vous avez mis en œuvre qui fait qu'aujourd'hui, on a pu partir sur un dispositif expérimental? Exact, oui, merci beaucoup. Exactement, c'est ce qu'on voulait préciser, mais c'est pour ça qu'aussi on souhaitait, on a souhaité proposer à Saina de participer parce que son projet est vraiment excellent et très intéressant et on trouvait que c'était de plus une illustration intéressante de la logique de France Expérimentation. Initialement, le souhait de Madame Guillon, c'était, et c'est l'objectif à terme, de permettre de substituer le panneau de chantier numérique au panneau de chantier physique. Et on voit bien à terme les gains en termes d'efficacité et de bénéfices environnementaux avérés. Et je crois que les retours sont tous convergents. Mais quand on a discuté avec le ministère du Travail, finalement, et vous pourrez le comprendre, dans un premier temps, il y a eu un choix du ministère du Travail plutôt de garder en concurrence les deux dispositifs. Et finalement, on a fait cette phase intermédiaire où l'inspection du travail vient sur un certain nombre de chantiers, fait des retours sur des chantiers sur lesquels le panneau de chantier numérique est déployé pour s'assurer que cette solution alternative apporte à minima les mêmes garanties que le panneau physique et l'expérience montre qu'elle les apporte, mais qu'elle en fait plus. Mais donc, l'idée dans les mois qui viennent, ça va être de modifier la législation, mais pour permettre d'ouvrir, enfin, c'est ce qu'on souhaite, tant que la décision n'est pas définitivement adoptée, on ne peut pas s'y engager, mais la perspective, c'est bien d'ouvrir, de modifier la législation pour permettre indifféremment aux acteurs qui le voudront, soit de passer par un panneau physique, soit de passer par un panneau numérique, et à terme, on espère évidemment, pour tous les bénéfices qui ont été précisés, qu'on ira dans le sens du numérique. Mais dès lors qu'on a décidé d'avoir une phase intermédiaire où finalement les services de l'État, puisque c'est aussi au bénéfice des inspections, les services de l'État voulaient tester les fonctionnalités et si on gardait les deux, il n'y avait pas besoin de changer la loi pour le faire. C'est plutôt une convention entre l'État et Madame Guillon qu'on a organisée pour décider des sites et des modalités d'évaluation. Donc finalement, aujourd'hui, on fait une expé sans modification juridique, mais la perspective, c'est bien celle qui nous anime au départ, c'est de changer les règles pour tout le monde dans quelques mois. Donc voilà ce que je pouvais préciser. Ouais, et on est à votre disposition à tous pour… bien sûr. Ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que grâce au dispositif France Expérimentation, déjà on a eu, on va dire, accès aux bonnes personnes du ministère du Travail. Et en fait, pour résumer, c'est vraiment une expérimentation, c'est d'abord une aventure collective
parce qu'on écoute en fait toutes les parties prenantes, et il y en a beaucoup sur les chantiers. Aussi bien les organismes de l'État, la CRAMIF, la Directe, enfin l'ex-Directe, les maîtres d'ouvrage, les entreprises sur le chantier. Donc, c'est vraiment on a vraiment des retours et des feedbacks de tous les acteurs. Et ça, c'est vraiment un point très positif. Et puis, France Expérimentation nous a bien conseillé également et a été vraiment facilitateur dans les échanges que l'on a pu avoir avec l'État. Donc, ce qui a permis aussi d'avoir des échanges possibles et des échanges très, on va dire, constructifs aussi. Et aujourd'hui, on a plutôt des acteurs qui sont à la fois bienveillants, mais aussi très moteurs, quels que soient d'ailleurs les acteurs, hein, aussi bien les organismes de l'État, les acteurs, les maîtres d'ouvrage publics, les maîtres d'ouvrage privés, les entreprises. Donc vraiment, on a aussi des idées qui sont nées de ces échanges. Et on espère aboutir donc d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Donc peut-être en quelques mots, hein, pour résumer le bénéfice du dispositif France Expérimentation, et on peut passer à la partie de questions-réponses. C'est en tant qu'entreprise ou qu'acteur sur le territoire, hein, même si vous êtes même des collectivités, pas nécessairement un opérateur économique, vous pouvez vous tourner vers France Expérimentation dès lors que vous pensez avoir un blocage juridique sur un projet d'innovation, donc d'innovation plutôt de type économique, hein. L'équipe France Expérimentation prendra le temps de qualifier en fait la nature de votre problème juridique et d'activer les bons leviers pour que votre projet puisse se faire soit en l'état actuel du droit, soit via des dérogations. Voilà, donc peut-être l'information à retenir, hein, de manière synthétique, c'est qu'il y a un guichet aujourd'hui au niveau national et interministériel qui vous permet de remonter des blocages juridiques et d'être aussi sécurisé sur ce que vous êtes en droit ou non de mettre en place. Donc voilà en quelques mots, et je vois qu'il nous reste un petit quart d'heure, donc je vais peut-être vous proposer de prendre quelques questions. Donc je vois qu'on en avait une notamment sur la question est-ce que donc le dispositif France Expérimentation est compatible, complémentaire avec le pouvoir de dérogation des préfets? Faut-il privilégier l'une ou l'autre des démarches? Et donc je pense que c'est pour l'équipe France Expérimentation cette question. Oui. C'est effectivement une excellente question, et il y a beaucoup de similitudes entre les deux dispositifs, mais je vais essayer de vous expliquer très brièvement la différence. Le droit de dérogation des préfets a un champ plus large parce qu'il peut aussi traiter de thématiques économiques, et il n'y a pas de limitation au fait que ça soit innovant. Par contre, c'est sur des circonstances particulières locales où le préfet peut éventuellement décider d'activer son droit de dérogation. Ce qui fait que ça ne sera pas forcément extrêmement simple, puisque c'est quelque part un bénéfice individuel et qui doit vraiment être justifié par des circonstances exceptionnelles. Par contre, le champ peut être de l'économique, du juridique, etc. France Expérimentation, notre champ est un petit peu plus étroit au sens où c'est forcément une innovation avec une dimension économique. En revanche, nous, on peut intervenir sur le réglementaire, qui est le niveau du préfet aussi, et le législatif, ce que le préfet ne pourra jamais faire. Mais nous, il y a deux autres différences majeures. C'est qu'à terme, l'idée, c'est bien de modifier la règle pour tout le monde, si l'expérimentation est pertinente, alors que le préfet, c'est quelque part une régularisation individuelle. Et deuxièmement, c'est un point qu'on n'a pas précisé, mais on pensait le faire lors des questions, lorsqu'une expérimentation est mise en place, elle n'est pas réservée à un acteur. C'est ce qui va fortement différencier du droit du préfet. Si un acteur vient nous voir et dit « je voudrais expérimenter », que l'État dit oui, sur le territoire et pour la durée d'expérimentation, si d'autres acteurs viennent et veulent s'emparer du même protocole, ils peuvent bénéficier de l'expérimentation. Je vais essayer d'illustrer ça de manière très simple, et pour rebondir sur le fait que les collectivités sont parfaitement les bienvenues. En ce moment, on a des demandes qui visent à permettre dans les baignades publiques, donc c'est porté essentiellement par des intercommunalités ou des piscines ou des mairies, vous vous en doutez, des communes, qui visent à tester des solutions alternatives aux solutions chlorées de filtration des piscines, donc des solutions biominérales. 4 ou 5 communes sont venues nous voir,
ce projet a été jugé intéressant, on est en train de mettre en place le cadre expérimental, mais le territoire retenu, c'est la France. Ça veut dire qu'a priori, de mémoire, il y a 46 000 baignades publiques en France. Tous les acteurs et toutes les collectivités qui voudraient rentrer dans ce cadre expérimental pourront le faire. Donc, on va dire, les champs se complètent vraiment. Après, individuellement, est-ce que vous devez faire A plus B? J'aurais envie de dire, vous pouvez parfaitement déposer auprès des deux. Les deux vont pas totalement se marcher sur les pieds. Mais voilà, le préfet, c'est quelque chose un peu, j'ai envie de dire, c'est un coup unique et c'est un peu pour régulariser les choses. Nous, on est quelque chose qui a une vocation un peu plus structurelle et c'est pour ça que ça va remonter jusqu'au Premier ministre. Pour être très simple, si les risques sont modérés, il y a plus de chances que le préfet soit tenté de dire oui. Si les risques sont plus importants, on comprend que le préfet puisse pas forcément s'engager individuellement à son niveau et que ça nécessite une réflexion collective de l'État et l'arbitrage du Premier ministre, si je peux résumer ainsi. Très, très clair, merci pour ces éléments de réponse. Alors, je vois une autre question très pratico-pratique. Quelle est la médiane du temps d'instruction dans le dossier, puis de mise en œuvre effective? Vous avez raison. Tu veux Olivier? Alors, déjà pour partir au démarrage, ceux qui veulent déposer un projet ont la possibilité de prendre contact avec nous avant de remplir leur demande sur le formulaire en ligne, sur l'outil démarche simplifiée. S'ils le font, effectivement, nous leur donnons des conseils à ce stade. À défaut, lorsque nous sommes alertés du dépôt d'une nouvelle demande, systématiquement, dans la semaine qui suit, nous organisons un temps d'échange avec ce nouveau déposant afin de bien comprendre la nature de son entreprise, de son projet, voir avec lui comment ça a été formulé si ça nous paraît clair, éventuellement donner des conseils d'amélioration de rédaction ou de précision juridique qui peuvent faciliter une instruction plus rapide ou en tout cas plus en ligne avec la nature du blocage et de l'activité. Lorsque cette phase, on va dire, lorsque le dossier déposé nous paraît bien, et s'il nous paraît éligible ou probablement éligible, c'est-à-dire que si dès le premier stade, nous avons la certitude que c'est inéligible, nous allons l'expliquer à l'entreprise et éventuellement lui dire vers quel dispositif autre se tourner. Nous n'allons pas la laisser dans l'attente. Mais si ça nous paraît donc éligible ou probablement éligible, nous transmettons l'accès à ce dossier aux ministères qui sont compétents pour un tel projet par rapport à la réglementation et à la thématique. Nous essayons de leur demander un retour d'instruction assez rapide dans un délai de 3 semaines. Ce n'est pas toujours le cas, la capacité à pouvoir répondre sous ce délai-là, notamment si les ministères sont très sollicités ou si la problématique est véritablement complexe. D'une manière générale, nous avons souvent une instruction qui est réalisée à peu près dans un délai de 2 mois par l'ensemble des ministères. Et après, la phase suivante consiste à pouvoir faire arbitrer cette demande lors d'une réunion interministérielle, donc réunion organisée par Matignon, où nous faisons arbitrer à chaque fois plusieurs dizaines de demandes. Ces réunions-là, les échéances, on en maîtrise moins la régularité parce que c'est à la discrétion du conseiller économie, d'un conseiller économie de Matignon, mais nous en organisons à peu près en moyenne une tous les 3 ou 4 mois. Et après, donc vous voyez déjà ces premières étapes nous amènent sur un timing qui peut déjà atteindre à peu près 6 mois, donc c'est déjà un petit peu long. Et après, si un arbitrage est décidé, il faut ensuite le temps de rédaction du ou des textes nécessaires pour poser l'expérimentation. C'est-à-dire, ça va être pas modifier l'article d'un décret qui bloque, voire rédiger éventuellement tout un arrêté qui va préciser le protocole expérimental. Donc ça prend toujours plusieurs mois. Ce qui rallonge éventuellement encore plus la chose, c'est s'il faut demander des avis, par exemple à l'ANSES, avant ou si c'est un décret en Conseil d'État, ce qui met aussi une étape de contrôle supplémentaire. Disons que, in fine, si une expérimentation est mise en place, cela demande au moins une année. Si on est dans un processus d'accompagnement et si déjà au bout de 1 mois, les ministères nous ont dit que c'est faisable à droit constant parce qu'il faut interpréter de telle et telle façon telle base juridique,
là, ce retour, nous faisons en sorte de le faire rapidement vers le porteur pour qu'il ne soit pas dans l'attente d'un arbitrage et qu'il puisse être sécurisé au plus vite, même si c'est pas forcément sécurisé de manière écrite à ce stade, mais au moins on le sécurise oralement, éventuellement en montant une petite réunion avec les ministères concernés. Donc, un processus qui est quand même relativement long, a fortiori, donc si c'est une expérimentation qui est mise en œuvre, et ça parce que l'expérimentation, en fait, elle n'est pas actée et décidée uniquement sur la base d'une lettre, on va dire, du Premier ministre qui autoriserait la société X à pouvoir faire telle ou telle chose. Il faut poser le cadre juridique, c'est-à-dire que si le blocage, c'est un décret, il faut prendre un décret qui va venir ouvrir un espace expérimental. Si le blocage est lié à un arrêté, il faut modifier cet arrêté ou en prendre un nouveau qui va rendre l'activité légale. Donc, ce n'est pas une sorte de passe-droit juridique que nous avons. Il faut respecter ensuite la hiérarchie des normes et les cadres juridiques qui sont propres à la mise en place des réglementations. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que vraiment, l'expérimentation, elle vise à préparer le futur cadre pour tout le monde. Donc, c'est aussi pour ça que c'est des règles et des procédures longues. C'est vraiment, en gros, on a un pionnier ou plusieurs pionniers, on souhaite qu'il y en ait plusieurs, mais c'est pour définir le futur cadre. Donc, finalement, la procédure, elle est assez proche de la future règle générale, d'où ce temps. Mais néanmoins, ce qu'on peut vous dire, c'est que nous, on fait des échanges très rapides et notamment, ce que disait Olivier, si la réponse c'est que c'est faisable en l'état du droit, dans pratiquement 30% des demandes, les ministères nous disent que c'est faisable en l'état du droit, évidemment, nous, on recontacte les porteurs de projets. Imaginons que vous nous saisissez et qu'un mois après, un ministère nous dise « mais en fait, cette demande, elle est faisable comme ça, comme ça, comme ça », même si l'écrit officiel va nécessiter la validation du cabinet du Premier ministre, donc ce que disait Olivier, il faut qu'on passe par la réunion qui soit rédigée. Évidemment, nous, on ne va pas vous faire perdre du temps si on a une réponse qui est « c'est impossible parce que c'est une norme européenne » ou si c'est faisable en l'état du droit, on échange téléphoniquement, etc., pour aider les gens à anticiper. Donc, on a des cas où parfois des gens ont un retour très positif sous 3 semaines. On aimerait vous dire que c'est la norme, ce n'est pas le cas, mais si ça implique une modification juridique, on est quand même parti sur 1 an à 1 an et demi, donc c'est forcément quelque chose de long pour se déployer. Après, ce qu'on peut vous dire, c'est que les dossiers sont très simples à déposer et c'est des toutes petites demandes, c'est expliquer qui vous êtes, quel est votre projet innovant et a priori pour vous, qu'est-ce qui empêche ce projet innovant de se faire sur la base du droit français. Ça va nous suffire pour saisir les ministères, pour discuter avec vous. Ouais. Donc voilà, on est assez léger, mais malheureusement, le temps du droit est quand même assez long. Ce qui est peut-être, c'est que nous n'avons pas le monopole pour mettre en place des expérimentations. Alors, toute entreprise pourrait tout à fait s'adresser au ministère leader et la sensibiliser sur l'intérêt de changer le cadre juridique pour que son projet soit faisable. L'intérêt du guichet France Expérimentation, c'est que pour ceux qui l'actionnent, il y a 2 avantages. Le premier avantage, c'est la certitude que votre projet sera examiné par tous les ministères qui peuvent être compétents. Parce que de notre côté, nous faisons un suivi des demandes et que, comme tous les dossiers sont arbitrés par Matignon, il y a une relance et une sorte de pression auprès des ministères qui font que chaque ministère va devoir expertiser et donner un avis. Et que donc chaque dossier va remonter au niveau de Matignon pour discussion et arbitrage. Donc il y a cette double garantie finalement de pouvoir voir son blocage examiné et avoir une position en opportunité qui va conduire à trouver que ça vaut le coup de changer le cadre. Au contraire, c'est inopportun et pour quelles raisons? C'est-à-dire généralement, c'est lorsque les risques l'emportent sur les avantages potentiels. Merci beaucoup, Olivier, pour ces éléments de précision. Alors, je vois qu'on a eu quelques autres questions qui ont émergé, d'autres qui sont, certaines qui sont plus relatives à des cas d'usage. Donc, il nous reste environ 5 minutes. Je vais essayer de traiter de manière assez synthétique. Donc, je vois juste simplement qu'il y avait une question sur tout ce qui était vide juridique. Donc, en cas non prévu d'application de projet d'innovation. Donc, a priori, ce que semblait dire Sébastien, c'est que c'est un cas qui arrive souvent, où il n'y a pas en fait de législation spécifique ou de règlement spécifique à des projets d'innovation. Exactement. C'est un des cas d'usage de France Expérimentation. C'est le droit a été conçu il y a 5 ou 10 ans. Il y avait un usage qu'on n'avait pas anticipé.
Et donc, c'est même le cas idéal de France Expérimentation, puisque quelque part, on va pré-tester le futur cadre. Donc, avec le porteur et peut-être les gens qui l'accompagneront dans l'expérimentation, les pouvoirs publics dessinent un cadre, enfin, on pourrait dire font la dentelle du cadre. Et puis, au terme de l'expérimentation, ils vont se rendre compte qu'il y a peut-être quelques mailles à reprendre avant la version définitive. Donc, c'est tout à fait dans l'esprit de France Expérimentation quand on a ce type de flou. Et peut-être une autre question avant de rentrer dans un ou deux cas d'usage. Est-ce que vous communiquez sur la liste des dossiers aboutis ou du moins des expérimentations mis en place? Alors oui, alors oui et non, on ne communique pas sur tous les projets parce qu'il y a des questions de confidentialité, etc. En revanche, sur les expérimentations, on est en train de refondre notre site, mais il y a une rubrique qu'on appelle le registre des expérimentations. Et donc, en fait, on liste les expérimentations en cours ou pour certaines achevées, mais pour celles qui sont en cours, il est toujours possible de nous contacter si un acteur souhaite tout simplement bénéficier de l'expérimentation. Le site, c'est modernisation.gouv.fr, dans lequel il y a une rubrique sur France Expérimentation. Vous trouverez les liens permettant de déposer des dossiers. Vous pourrez voir aussi des vidéos de projets qui ont pu trouver des issues favorables ou quelques petites questions-réponses qui ont pu être établies là récemment avec quelques lauréats, entre guillemets, de France Expérimentation. Et vous trouverez donc aussi l'adresse mail pour nous contacter si vous le souhaitez. Oui, peut-être juste très brièvement, parce qu'en plus, je vois qu'il y a peut-être d'autres questions un peu qui concernent aussi Grand Testeur, mais voilà, on vous a donné l'adresse fonctionnelle France Expérimentation. Il y a eu pas mal de réponses. On n'a pas forcément pu répondre à l'ensemble de celles-ci. Dans la suite du séminaire ou n'importe quand, il ne faut jamais hésiter à nous envoyer un petit mail et on essaiera le plus simple généralement, c'est qu'on monte un petit call avec vous pour échanger avec vous et vous apporter le maximum de précision. Mais je te repasse la parole, Alizée, parce que je crois qu'il y avait d'autres points qui concernaient aussi. Effectivement, alors je ne pense pas qu'on aura le temps de prendre toutes les questions. Donc moi, je vais juste apporter une réponse à la question qui vient d'apparaître sur Grand Testeur. Acceptez-vous des entreprises qui ne sont pas dans le Grand Est? Donc effectivement, il faut savoir que Grand Testeur, c'est un programme qui est porté par la région Grand Est. Donc on a vraiment une territorialité où on va être en soutien rapproché plutôt des opérateurs économiques et des collectivités du Grand Est. Toutefois, moi, tout le panel d'outils, de webinaires qu'on déploie sont accessibles, comme celui d'aujourd'hui, à des acteurs situés dans d'autres régions. Donc, c'est déjà un premier niveau en fait d'ouverture au niveau de l'écosystème national. Et par contre, voilà, j'anticipe peut-être une question. France Expérimentation, bien sûr, c'est un dispositif qui est accessible pour n'importe quel acteur au sein du territoire national. Donc, n'hésitez pas que vous soyez, si vous êtes hors région Grand Est, vous pouvez contacter directement France Expérimentation. Donc, si vous êtes dans la région Grand Est, on sera avec plaisir le relais d'une demande, etc. Ne pas hésiter à nous contacter. Voilà, donc c'était juste pour clarifier le périmètre de Grand Testeurs et de France Expérimentation. Et peut-être, je vais garder une minute pour prendre une question qui est arrivée dans les premières questions, qui est plus relative à un cas d'usage. Qui concerne plutôt une collectivité. Donc, je trouvais ça intéressant de prendre un peu un angle de vue collectivité, vu qu'on a été beaucoup entreprises. Donc, une collectivité qui nous soumet le sujet suivant. En tant que collectivité, nous souhaitons créer un ponton d'expérimentation à destination de porteurs de projets innovants dans le nautisme. L'objectif est que ce ponton puisse être mis à disposition aussi bien pour des innovations techniques que des innovations de services, y compris sur la dimension du modèle économique. Donc, une activité économique temporaire pourrait aussi être testée. Le délégataire gestionnaire des pontons nous indique que cela relève d'un AMI spontané à chaque sollicitation en référence à la loi Sapin 2. Est-ce que ce type de demande d'avoir un ponton dédié à ce type d'innovation durant une durée limitée est exempt de la mise en place du système d'AMI spontané pour chaque nouveau projet pour faire l'objet d'une demande à France Expérimentation? Donc, si j'essaie de reformuler la demande, il y a une volonté de mettre en place un lieu dans une ville pour faire des expérimentations. Est-ce que France Expérimentation peut aider à trouver le cadre juridique pour mettre en place ce type de terrain d'expérimentation?
Est-ce que, donc il y a peut-être cette idée de faire un AMI autour de ce projet-là. Est-ce que vous aidez à construire des AMI? Est-ce que vous pouvez venir en appui? J'essaye un peu de reformuler aussi de la compréhension que j'en ai à la lecture. Hein. Alors, nous on ne fait pas les AMI directement. Néanmoins, on a des contacts avec d'autres acteurs de l'innovation ou d'autres ministères. Donc, c'est vrai que, par exemple, il y a une initiative, alors anciennement, c'était France Mobilité, j'ai plus le nom aujourd'hui, mais du ministère des Transports qui visait à justement un peu fédérer l'écosystème en matière de mobilité. Donc, la description me laisserait penser que spontanément, on n'est pas exactement dans France Expérimentation, parce que je suppose qu'il n'y a pas d'obstacle juridique au fait de faire un ponton. Après, c'est peut-être des procédures qui relèvent peut-être des marchés publics ou assimilés. Et là, encore une fois, nous, on ne traite pas des marchés publics, on ne l'a pas précisé, parce que, si vous voulez, l'idée, c'est vraiment nous, ce qui touche à l'activité, au service ou au produit. Donc, le fait de faire une prestation via un marché public ou via du privé, ça n'impacte pas le produit en lui-même. Donc, je pense que le blocage ne relèverait pas de France Expérimentation. Mais s'il y a un doute là-dessus, nous, on est toujours prêts à créer la connexion avec les services de l'État ou les partenaires. Mais spontanément, je pense que ce n'est pas dans notre champ, mais on peut bien sûr, voilà, quand il y a des doutes comme ça, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un mail et on vous dira si c'est possible ou non. On fera un petit coup de téléphone pour préciser les choses. Et si ce n'est pas chez nous et qu'on connaît des interlocuteurs, évidemment, on se fait l'intermédiaire pour la mise en relation. C'est vrai qu'au cas précis, probablement non, parce que ça semble plutôt concerner la mise en place d'une structure qui va être un lieu où nous réaliserons des expérimentations. Nous, on intervient plutôt pour essayer de débloquer des projets innovants, donc des choses qui sont vraiment empêchées par le droit et pas des choses qui demandent qui doivent se faire dans le cadre d'un cadre juridique déjà existant. Et peut-être pour répondre à une question que j'ai vue dans le fil, je ne sais pas si Sébastien y a répondu par écrit, s'agissant de l'hypothèse que nous présentions France Expérimentation au Numéum, nous disons à la personne qui a écrit la question que ce serait avec plaisir qu'elle n'hésite pas à nous contacter pour nous expliquer un peu mieux tout cela, mais a priori on est assez allant pour pouvoir intervenir lorsqu'on nous en fait la sollicitation. Eh bien, bah, écoutez, j'avais bien vu aussi le commentaire, j'allais clôturer sur ça. Donc, merci beaucoup à vous deux, hein, Sébastien et Olivier, pour votre temps pour présenter le dispositif. Merci également à Saena Guillon pour son retour d'expérience. Donc, je ne pense pas qu'on ait eu malheureusement le temps de prendre toutes les questions, mais je pense qu'on en a traité une majorité. Je pense qu'en termes de phrases de conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que côté Grand Testeur, bien sûr, nous restons à disposition pour toute sollicitation et mise en relation avec France Expérimentation. Également, l'équipe France Expérimentation reste disponible pour répondre à toutes vos questions. Donc, on a partagé leurs coordonnées tout à l'heure. On vous les repartagera hein, avec le lien du replay de ce webinaire. N'hésitez pas à les contacter également directement, même si vous vous demandez hein, justement si vous rentrez dans le dispositif ou pas. Comme ils nous l'ont montré aujourd'hui, c'est vraiment leur rôle de clarifier cela. Et un grand merci à Grand Testeur de nous avoir offert cette opportunité. Vraiment, merci beaucoup et on est à votre disposition à tous. Merci. Merci encore. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.